Remettre le discernement au milieu du village, par Stéphane Thomas Berbudo. À la suite de sa publication sur les incendies, plusieurs commentaires ont ouvert des pistes très différentes. Certains ont évoqué le dérèglement climatique, d'autres des incendies criminels et des intérêts financiers, d'autres encore la géo-ingénierie, ARP, ou l'existence de structures capables d'influencer le climat. On lui a également rappelé que l'image illustrant son texte avait été produite par une intelligence artificielle, elle-même consommatrice d'eau et d'énergie. Et finalement, tous ces commentaires révèlent peut-être une question plus profonde encore. Comment garder l'esprit ouvert sans laisser entrer n'importe quoi? Alors plusieurs réalités peuvent coexister. Nous avons été souvent habitués à penser de manière binaire. Soit les incendies sont naturels, soit ils sont provoqués. Soit le climat se dérègle en raison de l'activité humaine, soit il est manipulé volontairement. Soit les technologies sont bénéfiques, soit elles sont destructrices. Pourtant, la réalité n'est presque jamais aussi simple. Un même incendie peut être favorisé par une longue sécheresse, aggravé par le vent, déclenché par une imprudence et ensuite exploité par des intérêts économiques. Ces différents niveaux ne s'annulent pas. Ils peuvent parfaitement se superposer. Le problème commence lorsque nous prenons une possibilité réelle et que nous la transformons en explication universelle. Le dérèglement climatique n'allume pas toujours le feu, mais il prépare très bien le terrain. Lorsque les sols sont desséchés, que la végétation manque d'eau et que les températures restent élevées pendant longtemps, oui, la moindre étincelle devient beaucoup plus dangereuse. Ensuite, cette étincelle peut venir de nombreuses causes. Elle peut venir d'un accident, d'une imprudence, d'une ligne électrique, d'un véhicule, de la foudre, d'un acte criminel ou d'un comportement volontairement destructeur. Il faut donc distinguer ce qui rend un territoire inflammable de ce qui déclenche concrètement l'incendie. Le climat prépare parfois le barbecue. L'être humain, lui, trouve encore régulièrement le moyen d'apporter les allumettes. Oui, des intérêts financiers peuvent exister. Il serait naïf de croire que personne ne profite jamais des catastrophes. Certains systèmes économiques gagnent davantage d'argent en réparant les conséquences qu'en empêchant les causes. Lorsqu'une région brûle, de nombreux marchés peuvent apparaître. La reconstruction, le matériel, les assurances, les équipements, le foncier, les changements d'usage des territoires. Cela signifie-t-il que tous les incendies sont organisés par des promoteurs, des industriels ou des réseaux occultes? Non. Non. Cela signifie simplement que là où beaucoup d'argent circule, oui, certains êtres humains peuvent être tentés de sacrifier le vivant à leur intérêt personnel. Et malheureusement, il n'est pas toujours nécessaire d'invoquer Satan. La cupidité humaine possède déjà son propre service administratif. Et les technologies d'influence climatique dans tout ça? Alors il existe des recherches, des expérimentations et des technologies visant à agir sur certains phénomènes atmosphériques. Il serait donc absurde d'affirmer que l'être humain n'a jamais cherché à influencer la météo. L'être humain cherche à contrôler ce qu'il rencontre. Les sols, les fleuves, les plantes, les animaux, les populations, les marchés, et probablement aussi la machine à café lorsqu'elle refuse de lui obéir. Mais reconnaître l'existence de recherches ou de capacités limitées ne démontre pas automatiquement qu'une structure contrôle mondialement les tempêtes, les sécheresses, les séismes et chaque épisode de canicule. Il manque alors une étape essentielle, la preuve du lien précis entre la technologie évoquée et l'événement observé. ARP est devenu une sorte de télécommande universelle. Il fait trop chaud? ARP. Il pleut trop? ARP. Il ne pleut plus? ARP. La terre tremble? ARP.
le voisin passe la tondeuse à 8 heures un dimanche matin, l'enquête reste ouverte. Mais Harpe aurait probablement un alibi fragile. Alors cela n'est pas dit, cela ne veut pas dire que toutes les recherches sont transparentes. Cela ne veut pas dire que les technologies militaires connues du public représentent la totalité de ce qui existe. Cela veut simplement dire qu'une hypothèse ne devient pas vraie uniquement parce qu'elle correspond à notre méfiance envers les institutions. Lorsque nous affirmons qu'une structure contrôle le climat mondial, nous devons pouvoir expliquer qui agit, avec quel dispositif, sur quel territoire, avec quelle puissance et selon quel mécanisme, et quelles observations permettent de relier précisément cet événement à cette intervention. Sans cela, nous ne possédons pas une révélation, nous possédons une supposition. Le mot « il », ILS, donc « il » au pluriel, le mot « il » ne constitue pas une preuve. Il provoque les incendies, il contrôle le climat, il déclenche les séismes. Mais qui sont-ils? Un gouvernement, une entreprise, une armée, un groupe financier, une organisation internationale, une civilisation extérieure? Le conseil d'administration de l'enfer réuni exceptionnellement un lundi matin? Plus le mot « il » reste flou, plus il peut contenir tout ce que nous imaginons. Il devient alors impossible, il devient alors impossible à vérifier, et surtout impossible à contredire. Si aucun élément n'est visible, c'est parce qu'il le cache. Si une preuve manque, c'est parce qu'ils l'ont supprimée. Si une personne doute, c'est parce qu'elle n'est pas encore réveillée. Cette manière de raisonner crée une croyance qui se protège elle-même de toute remise en question. Et ça, ce n'est pas du discernement. Ce n'est plus du discernement. C'est un système fermé. Questionner les versions officielles ne suffit pas. Alors oui, il est compréhensif, parfaitement compréhensif, de se méfier envers les institutions. Les gouvernements ont menti, les entreprises ont dissimulé des informations, des intérêts économiques ont influencé des décisions politiques. Des scandales longtemps niés ont ensuite été reconnus. Oui, nous avons donc raison de ne pas tout accepter aveuglément, oui. Mais le fait qu'une version officielle puisse être fausse ne signifie pas que la première version alternative rencontrée soit nécessairement vraie. Il existe deux manières de renoncer à son discernement. Croire automatiquement tout ce que dit l'autorité, ou croire automatiquement l'inverse de ce que dit l'autorité. Dans les deux cas, nous laissons quelqu'un d'autre penser à notre place. Nous avons simplement changé de religion. Et l'intelligence artificielle dans tout ça? Alors oui, la remarque a été faite que l'intelligence artificielle utilisée pour produire l'illustration de la publication consomme de l'énergie et nécessite des infrastructures. Oui, c'est exact. L'intelligence artificielle n'est pas un petit esprit éthéré flottant dans un nuage rose. Elle repose sur des machines, des réseaux, des matériaux, de l'électricité et des systèmes de refroidissement. Son utilisation doit donc également être questionnée. Mais si nous décidons que toute technologie ayant un impact écologique doit disparaître, il va aussi falloir regarder nos téléphones, les réseaux sociaux, les vidéos diffusées en continu, les milliards de photographies stockées, les objets remplacés avant leur fin de vie, les déplacements inutiles et l'ensemble de notre consommation numérique. Le véritable enjeu n'est pas d'atteindre une pureté écologique imaginaire. Il est d'utiliser les outils avec mesure, conscience et cohérence. Une intelligence artificielle peut servir à produire continuellement du vide. Elle peut également aider à transmettre, structurer, traduire, apprendre ou rendre certaines connaissances accessibles. Comme souvent, le problème ne réside pas uniquement dans l'outil, il réside dans l'usage inconscient
excessif et compulsif que nous en faisons. La responsabilité ne doit pas disparaître derrière les théories. Affirmer que des structures toutes puissantes contrôlent entièrement les événements peut sembler donner une explication. Mais cette explication nous retire parfois toute capacité d'action. Si tout est dirigé par des forces invisibles, alors à quoi bon modifier nos habitudes? Pourquoi protéger les forêts? Pourquoi entretenir les territoires? Pourquoi réduire nos excès? Pourquoi demander des comptes aux responsables identifiables? Pourquoi agir localement? Tout devient la faute d'un ILS, lointain et presque surnaturel. Pendant ce temps, les mécanismes bien visibles continuent tranquillement. La surconsommation, la destruction des écosystèmes, la spéculation, l'artificialisation des sols, la recherche permanente du profit, la négligence, le manque de prévention et notre séparation croissante avec le vivant. La structure la plus puissante n'est peut-être pas toujours cachée dans une installation secrète. Elle se trouve parfois sous nos yeux, dans un système collectif qui préfère la rentabilité immédiate à l'équilibre du vivant. Alors, le véritable éveil accepte de ne pas tout savoir. L'éveil ne consiste pas à posséder une explication extraordinaire pour chaque événement. Il consiste à devenir capable de rester devant l'inconnu sans le remplir immédiatement avec une croyance rassurante. Nous pouvons reconnaître qu'un incendie est peut-être volontaire sans affirmer que tous les incendies le sont. Nous pouvons admettre que certaines technologies sont plus avancées que ce qui nous est publiquement connu sans leur attribuer automatiquement chaque catastrophe. Nous pouvons questionner les autorités sans rejeter toutes les données. Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle tout en interrogeant son empreinte écologique. Nous pouvons reconnaître le dérèglement climatique sans nier les responsabilités criminelles, politiques ou économiques. C'est cela remettre le discernement au milieu du village. Ne pas tout croire, ne pas tout rejeter, ne pas confondre une intuition avec une certitude, ne pas confondre une possibilité avec une preuve, ne pas confondre l'ouverture d'esprit avec l'absence totale de filtre. Le discernement n'est pas une porte fermée, c'est une porte consciente. Elle peut s'ouvrir, mais elle ne reste pas grande ouverte pendant que toutes les affirmations entrent avec leurs chaussures pleines de boue. Nous pouvons explorer toutes les hypothèses. Mais plus une affirmation est extraordinaire, plus elle demande des éléments solides. Et si ces éléments apparaissent un jour, alors il faudra naturellement réviser notre compréhension. Changer d'avis face à de nouvelles preuves n'est pas une faiblesse. C'est le signe que nous préférons la vérité à notre besoin d'avoir raison. Le véritable réveil ne sera donc pas forcément compliqué pour ceux qui doutent. Il le sera surtout pour ceux qui ont remplacé une certitude officielle par une certitude alternative, sans jamais rallumer la lumière du discernement.